Désolé, madame. Nous avons finalement choisi une candidate qui correspond davantage à l'image de notre entreprise. La responsable des ressources humaines ne la regardait plus vraiment. Son regard effleurant à peine le foulard qui cachait une cicatrice nette courant le long de sa gorge. Camille Morel, 34 ans, resta debout, immobile. Aucun mot, aucun reproche. Juste un hochement de tête silencieux, puis elle quitta la pièce. Ce qu'ils ignoraient, c'est que l'homme qu'elle avait sauvé jadis, dans une zone de guerre oubliée, était aujourd'hui général au ministère de la Défense et que 15 minutes plus tard, son appel allait secouer tout le service RH de l'entreprise. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires, ainsi que la ville depuis laquelle vous nous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. Ce matin-là, Camille descendait du tram dans le calme monotone du centre-ville de Courbevoie. Son manteau gris, soigneusement boutonné, un foulard fin enroulé doucement autour de son cou. Elle tenait contre elle un dossier en cuir contenant ses diplômes, ses certifications en gestion des ressources humaines et 2 lettres de recommandation de professeurs qui savaient à quel point elle s'était battue pour se reconstruire. Ses bottes émettaient un bruit discret sur le trottoir en direction de la tour vitrée d'Altima Solutions. Une jeune entreprise de logiciels en plein essor, vantant haut et fort sa politique inclusive et son engagement envers l'humain. C'était son 3e entretien de la saison. Mais cette fois, quelque chose en elle y croyait. Elle sentait qu'elle avait mérité sa place. Camille n'était pas une candidate ordinaire. Elle avait été infirmière militaire avec 3 missions à son actif entre le Mali et l'Irak. Lors de la dernière, une explosion près de Mossoul avait projeté des éclats de roquettes sur toute son équipe. Elle avait sauvé 3 vies ce jour-là, mais un fragment métallique avait transpercé sa gorge, endommageant à jamais ses cordes vocales. Sa voix ne serait plus jamais la même, grave, irrégulière, parfois rauque, même lorsqu'elle gardait le silence. Pendant des mois, elle avait à peine parlé. Une fois revenue en France, elle n'avait pas cherché la pitié, elle cherchait un sens. Elle avait repris des études, travaillé le soir, empilé les petits boulots et décroché son diplôme en ressources humaines en moins de 3 ans. Son rêve, devenir chargée de mission pour l'inclusion professionnelle qu'elle s'éteint afin de s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. Elle avait étudié chaque valeur de l'entreprise avant de franchir les portes. Le hall d'entrée était lumineux, ponctué de panneaux verts et de parois en verre dépoli. Une hôtesse lui adressa un sourire poli et lui tendit un badge. À 10 heures pile, une jeune femme en tailleur ouvrit la porte d'une salle de réunion au 2e étage et annonça « Madame Morel ?» Camille se leva, sourit, entra. 3 personnes l'attendaient, Laurence, directrice RH, Hugo, chef de projet, et Justine, une assistante fraîchement promue. Les présentations furent brèves, les poignées de main fermes. Camille s'installa et répondit avec clarté à leurs questions sur la médiation en entreprise, l'équité dans le recrutement. Sa voix, bien que légèrement abîmée, transmettait une forme de calme solide. Elle prenait le temps de réfléchir, souriait avec sincérité, et citait des exemples concrets tirés du terrain. Un instant, elle crut percevoir une étincelle dans les yeux d'Hugo. De l'admiration peut-être, mais Laurence pencha la tête légèrement, son regard glissant vers le cou de Camille. Le foulard avait glissé, dévoilant une partie de la cicatrice pâle longeant sa mâchoire. Camille sentit le changement. Une pause, subtile, mais réelle. La question suivante arriva plus lentement. Justine demanda « Et concernant les responsabilités en clientèle ?» Camille répondit avec sérieux. Laurence referma doucement le dossier devant elle. Elle esquissa un sourire très professionnel. « Merci pour votre venue, Madame Morel. Nous respectons profondément votre parcours. » Camille inclina la tête. « Bien entendu. » Laurence ajouta hésitante. « Cela dit, notre image de marque est très importante. Ce poste implique des présentations face à des partenaires. L'apparence joue un rôle. » Camille fronça à peine les sourcils. « Vous me dites que mon apparence pose problème ?» Laurence conserva son sourire poli. « Nous cherchons simplement quelqu'un qui incarne notre culture d'entreprise, quelqu'un de plus représentatif. » Justine baissa les yeux. Hugo regarda sa montre. Le silence pesa lourd. Camille referma son dossier, se leva lentement et tendit la main. « Merci de m'avoir reçu. » Elle traversa le couloir, passa devant l'accueil, où 2 jeunes employés échangèrent un regard moqueur. L'un étouffa un rire. Camille ne s'arrêta pas. Elle avait traversé pire que ça, mais ça n'en faisait pas moins mal. Une fois dehors, sous une lumière grise de fin d'hiver, elle s'immobilisa au passage piéton. Les voitures défilaient. Elle restait là, figée. Sa main agrippait le dossier.
Elle releva la tête, laissa tomber le foulard légèrement. La cicatrice brillait à la lumière reflétée par la façade vitrée de l'immeuble. Un livreur passa, lui adressa un signe de tête. Elle répondit discrètement. À cet instant, pas d'applaudissements, pas de mots publics, juste le souffle du vent, le bruit des pneus sur l'asphalte, le battement d'ailes d'un pigeon et une vérité silencieuse. Certaines batailles commencent après le retour du front, et celle-ci ne faisait que débuter. L'été 2010, sous le soleil brûlant de Talmara, en Irak. Camille Morel n'était pas seulement une infirmière, elle était une ligne de vie. Ce jour-là, son unité transportait des fournitures vers un avant-poste reculé. L'explosion fut soudaine. L'engin artisanal avait été enfoui juste sous la surface. Le premier véhicule fut projeté sur le flanc, des éclats de métal volant dans toutes les directions. La poussière engloutit le convoi. Les alarmes hurlaient. L'odeur de fer brûlé lui prit à la gorge. Sans attendre d'ordre, Camille sauta de son véhicule et courut vers le chaos. Des cris déchiraient la fumée. Le sang couvrait déjà ses mains lorsqu'elle atteignit le premier soldat blessé. À terre, un homme en sang. Épaules éclatées, jambes mutilées, un éclat lui avait arraché un morceau de fémur. C'était le lieutenant-colonel Patrice Delorme. Camille n'hésita pas. Tandis que des tirs retentissaient au loin, elle s'agenouilla, ouvrit son sac de soins. Mais avant même d'avoir fini de poser un diagnostic, une seconde explosion projeta des éclats. Une lame de métal lui trancha la gorge. Le choc fut immédiat. Elle chancela. Du sang coulait, chaud, le long de son col. Elle étouffa un râle, toussa, mais ne tomba pas. D'une main tremblante, elle pressa de la gaze contre sa blessure. Et elle continua. Elle installa un garrot sur la jambe de Delorme, comprima la plaie de son épaule, murmura à travers sa douleur « Restez avec moi, mon colonel, tenez bon !» Quand l'hélicoptère d'évacuation arriva, elle avait déjà stabilisé 3 soldats. Elle refusa qu'on la traite tant que tous les autres n'étaient pas montés à bord. À l'hôpital de campagne, on lui annonça que les dégâts étaient irréversibles. Sa voix ne reviendrait jamais tout à fait. Elle acquiesça. Pas une larme, pas une plainte. « Je peux encore servir ?» demanda-t-elle avec le souffle qui lui restait. La réponse fut non. Son affectation en zone de guerre était terminée. Après des mois de rééducation et une mise en retraite anticipée, Camille était rentrée en France, marquée à jamais par cette voix brisée et cette cicatrice discrète sous la mâchoire. Mais elle ne s'était jamais considérée comme diminuée. Elle n'avait pas perdu sa mission, seulement son uniforme. Elle s'était reconvertie, sans plainte ni fanfare. À un camarade ancien militaire, elle avait dit un jour « Je suis toujours là pour servir, juste autrement ». Tandis que d'autres tentaient d'oublier le conflit, elle cherchait à en tirer du sens. Elle avait commencé comme coordinatrice bénévole dans un centre de réinsertion pour femmes vétéranes à Rouen. Elle y avait monté des groupes de parole, aidé à structurer des programmes d'accompagnement. Beaucoup de ces femmes portaient des blessures invisibles, et Camille savait les reconnaître. Les week-ends, elle donnait des cours à des adultes sans diplôme. Les soirs, elle lisait ses manuels de droit du travail, étudiait les politiques d'inclusion, passait ses examens en ligne. Elle obtint son diplôme en gestion RH avec mention. Ses professeurs ne retenaient pas seulement ses notes, mais aussi sa droiture morale et sa voix calme, même lorsqu'il lui en coûtait de parler. Elle vivait dans un petit appartement sobre, meublé d'occasion. Sur un mur, des dizaines de fiches cartonnées portaient des mantras. La plus centrale disait « Il ne s'agit pas d'être vu. Il s'agit de faire en sorte que les autres se sentent vus. » Pendant des années, Camille se reconstruisit dans l'ombre. Peu savait que l'homme qu'elle avait sauvé, Patrice Delorme, était devenu général au ministère des Armées. Encore moins savait qu'il avait tenté de la faire décorer. Elle avait refusé. « Il y en avait d'autres qui ont fait plus que moi. J'ai juste fait mon devoir, » avait-elle répondu. Elle n'avait jamais publié de photos de guerre, jamais demandé de reconnaissance. Mais elle se présentait au salon de l'emploi pour anciens combattants, lisait à haute voix dans les hôpitaux militaires, même quand sa gorge était douloureuse. Un jour, lors d'un séminaire de leadership, elle avait dit devant une dizaine de stagiaires RH « Je ne demande pas qu'on ait pitié de la cicatrice, je demande juste qu'on voit ce qu'il y a derrière. » Ces mots résonnèrent bien au-delà de la salle. Et plusieurs années plus tard, cette phrase serait citée à nouveau quand son histoire deviendrait bien plus visible qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Camille croyait aux secondes chances, pas seulement pour elle, pour tout le monde. Elle croyait que les institutions pouvaient changer si des gens courageux se trouvaient à l'intérieur pour les faire évoluer. Et elle croyait qu'une voix n'avait pas besoin d'être forte pour être entendue. Il suffisait qu'elle soit vraie. Tout ce chemin, chaque douleur, chaque choix silencieux, l'avait préparée à ce matin-là, à Courbevoie,
quand une entreprise vit uniquement ce qu'il manquait, et pas ce qu'elle incarnait. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'elle était la somme de tout ce qu'il prétendait rechercher. Et pourtant, il l'avait laissé repartir. De l'autre côté de la rue, à l'arrêt de bus, Camille se tenait droite, son dossier serré contre elle. Les mots de la responsable RH résonnaient encore, une apparence plus accessible. Elle ne pleura pas, mais elle ne bougea pas non plus. Pendant de longues minutes, elle resta là, face à son reflet dans la vitre d'un café encore fermé. Autour d'elle, les passants défilaient, écouteurs aux oreilles, gobelets de café à la main, ignorant du combat silencieux qui venait d'avoir lieu quelques étages plus haut. Puis elle se retourna lentement et commença à marcher vers la station de métro. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'une personne à l'intérieur du bâtiment avait tout vu. Une jeune stagiaire nommée Sarah, arrivée il y a 3 semaines. Elle avait assisté à l'entretien à travers la cloison vitrée, vu les regards, senti le malaise. Elle avait reconnu Camille. Quelques mois plus tôt, elle avait lu un article sur une table ronde consacrée aux vétérans où Camille avait partagé son parcours avec pudeur. Sarah avait un oncle blessé en mission. Elle savait ce que signifiait cette cicatrice. Et surtout, elle savait ce qu'elle ne signifiait pas. Alors, pendant que Camille marchait loin du bâtiment, Sarah sortit son téléphone et tapa un message. Court, précis, envoyé à quelqu'un qu'elle n'avait rencontré qu'une seule fois lors d'un événement en lien avec les armées où son oncle l'avait emmené. Ce quelqu'un, c'était le général Delorme. Le message disait « Mon général, je pense que vous devez être informé de ce qu'il vient d'arriver à une certaine Camille Temorel. » 15 minutes plus tard, le téléphone sonna à l'accueil d'Altima Solutions. La standardiste pâlit « Oui, je vous passe le service RH tout de suite. » L'appel fut transféré de bureau en bureau jusqu'à atterrir sur le combiné de Laurence. « Bonjour, ici Laurence, responsable RH. » Une voix posée répondit « Madame, ici le général Patrice Delorme, ministère des Armées. » Silence au bout du fil. Laurence se redressa. « Oui, en quoi puis-je vous aider ? On m'a dit que vous venez d'interviewer une femme nommée Camille Morel. »« Oui, mais je ne suis pas sûre de... » Elle m'a sauvé la vie dans une zone de guerre, la gorge à moitié ouverte, sous le feu ennemi. Si aujourd'hui je peux lever le bras droit, c'est grâce à elle. Cette cicatrice que vous avez jugée, c'est une décoration. Et si vous ne voyez pas cela, peut-être que votre entreprise n'est pas prête à accueillir des leaders. Laurence balbutia « Nous avons simplement pris une décision. »« Je ne vous appelle pas pour débattre, coupa le général. Je vous informe que je viens de transmettre un signalement à plusieurs organismes partenaires sur vos pratiques de recrutement et votre discours de façade sur la diversité. Attendez-vous à quelques questions dans les prochains jours. » Puis la ligne coupa net. À l'autre bout de la ville, Camille s'était assise sur un banc, les yeux perdus dans le balai décousu de quelques pigeons qui se disputaient un morceau de pain abandonné. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle hésita puis décrocha. Une voix chaude et grave résonna. « Camille Morel ? Oui, c'est elle. Ici le général Patrice Delorme. Je crois que vous vous souvenez d'avoir extirpé des éclats de métal de mon épaule pendant qu'on essuyait des tirs. » Un petit rire de surprise lui échappa. « Comment oublier ? » Il y eut une pause. « J'ai appris ce qu'il s'est passé ce matin, je suis désolé de ne pas avoir été là plus tôt. Mais je ne vous appelle pas pour réparer quelque chose. Je vous appelle pour proposer mieux. Nous venons de créer un nouveau poste civil au sein du département chargé de la transition des anciens militaires. Je veux que vous postuliez. Vous n'avez rien à prouver, soyez simplement vous-même. » Camille resta silencieuse un moment, puis dit doucement « Mon général, je ne sais pas quoi dire. » « Alors ne dites rien, contentez-vous de continuer à avancer, comme vous l'avez toujours fait. » Ce même jour, une enquête fut lancée sur les méthodes de recrutement d'Altima Solutions. Une semaine plus tard, l'entreprise publia un communiqué d'excuses. Camille, elle, n'y répondit jamais. Mais Internet, lui, ne se tut pas. Un post anonyme signé « Sarah, stagiaire RH », intitulé « La cicatrice qu'ils n'ont pas su voir », devint viral sur les forums de vétérans et sur les réseaux professionnels. Une photo floue, prise à distance, montrait Camille debout, au feu rouge, la tête droite, le foulard tombant doucement sur son épaule. La légende disait « Elle est partie avec moins que ce qu'elle avait en arrivant, sauf la grâce. Ça, elle en est repartie avec davantage. » Les commentaires affluèrent par milliers. « C'est une héroïne. Je veux que ma fille voie ça. Je suis recruteur. Et aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. » Et quelque part dans un bureau discret de la Défense, un général posait un dossier sur son bureau, en lettres dorées, Camille Morel. Il sourit. Le monde commençait enfin à écouter. Camille, elle, ne posta rien. Elle ne réagit pas.
Elle ne donna aucune interview. Elle rentra chez elle, plia soigneusement sa veste, rangea ses papiers dans son dossier de cuir usé. Mais le monde désormais parlait pour elle. La jeune assistante RH, Justine, celle qui avait évité le regard de Camille ce jour-là, n'avait rien dit sur le moment. Mais ce soir-là, rongée par la honte, elle écrivit anonymement à une page d'aide aux anciens militaires. Une femme vétérane, avec une cicatrice au cou, a été écartée parce qu'on ne la trouvait pas assez présentable. Et le message se terminait ainsi. La personne qui a dit cela a oublié une chose. Cette cicatrice parle d'un courage que peu d'entre nous comprendront jamais. En moins de 2 jours, le post dépassa le 1 000 000 de vues. Les commentaires se multiplièrent, certains partageant leurs propres blessures, d'autres disant simplement « on te voit ». Mais cela ne s'arrêta pas à Internet. Une journaliste d'un média régional touché par l'histoire remonta jusqu'à Camille. Elle accepta une interview à une seule condition, pas de gros plan sur la cicatrice, pas de titre misérabiliste. L'article fut publié sous le nom « Ce à quoi le courage ressemble ». Il retraçait sobrement l'histoire d'une femme ayant pansé sa propre plaie pour sauver un autre, et qui, des années plus tard, se voyait encore jugée avant même d'avoir pu parler. Contre toute attente, l'article devint un point de bascule dans les milieux RH. Plusieurs conférences régionales s'en inspirèrent pour revoir leur grille d'évaluation. Des cabinets modifièrent leurs formulaires. Des jugements ont-ils été portés sur l'apparence plutôt que sur les compétences? Et puis, une réunion eut lieu dans un bâtiment gris du ministère de la Défense. Le général Delorme y réunit des représentants des affaires sociales et du travail. Il ne demanda pas de sanctions. Il proposa un projet pilote interinstitutionnel. Projet résilience, objectif, garantir une évaluation globale, humaine, juste des anciens militaires. On apprend à nos soldats à voir à travers les murs, déclara-t-il. Il est temps que nos systèmes RH apprennent à voir à travers les cicatrices. Mais ce qui toucha le plus Camille, ce ne fut ni l'article ni la politique. C'était une lettre, pas de nom, pas d'adresse, une simple enveloppe blanche glissée sous sa porte. Une écriture maladroite, tremblante. « Ma fille a 14 ans. Elle a une tache de naissance qui la fait se cacher. Je lui ai montré votre histoire. Pour la première fois, elle m'a dit « Peut-être que moi aussi je peux être courageuse. Merci. » Camille s'assit à sa table de cuisine, la lettre dans les mains. Elle ne tremblait pas de peur, ni de tristesse, mais d'un sentiment ancien, profond, celui d'être enfin comprise, d'être plus que la somme d'une cicatrice. Quelques semaines plus tard, elle accepta une offre, non pas d'une grande entreprise, mais d'une association soutenant la réinsertion des anciens combattants. On ne lui demanda pas à quoi elle ressemblait. On lui demanda « Pourriez-vous aider d'autres personnes comme vous ?» Elle répondit simplement « Oui ». Elle commença modestement en réécrivant des modules de formation, en animant quelques ateliers. Puis elle prit la parole dans des conférences. Sa voix ne revint jamais complètement, mais cela n'avait plus d'importance. Elle disait peu, mais chaque mot comptait, et les gens écoutaient. Lors d'un de ces événements, une jeune femme s'approcha d'elle. Elle portait un t-shirt à manches longues malgré la chaleur. Des brûlures couvraient une partie de son cou. Elle murmura « Je ne savais pas qu'on avait encore le droit de rêver grand ». Camille lui sourit, posa une main sur son épaule et sortit une petite carte de son dossier. Elle en avait fait imprimer une dizaine, qu'elle distribuait à ceux qui en avaient besoin. Dessus, il était écrit « Tu n'es pas brisé. Tu es la preuve vivante que la guérison est possible ». La même semaine, sur le tableau d'affichage d'un petit campus de province, quelqu'un accrocha un message manuscrit. Les personnes marquées n'ont pas besoin de pitié. Elles ont besoin d'espace pour diriger. Aucun nom, pas de signature. Chez elle, Camille conservait une petite boîte en bois sur une étagère. Dedans, des lettres, des notes, quelques souvenirs. Aucun trophée, juste des mots. Une carte de remerciement d'un ancien concierge, une lettre du général Delorme. Elle ne les exposait pas. Elle ne les montrait à personne, mais parfois, quand la nuit était trop silencieuse, elle ouvrait cette boîte et se rappelait « Tout ce qui est bon n'a pas besoin d'être visible ». Elle ne remit jamais les pieds chez Altima Solutions. Elle n'en eut jamais besoin. Leur excuse arriva trop tard. Et pour être honnête, elle ne la lut même pas. Parce qu'à ce moment-là, elle était déjà devenue plus qu'une simple candidate refusée. Elle était devenue un miroir dans lequel d'autres pouvaient enfin se reconnaître. Surtout les parties d'eux qu'on leur avait appris à cacher. Un matin de printemps, elle passa devant une fresque murale en construction, dans une ruelle de centre-ville. On y voyait des visages de survivants avec des cicatrices, des prothèses, des regards droits. Au centre, une femme debout, le menton relevé, entourée d'une phrase unique
Elle n'a pas élevé la voix, elle a élevé les autres. Camille s'arrêta un instant, regarda, puis reprit sa route. Silencieuse, stable, inchangée. Mais derrière elle, le monde, lui, avait changé. Alors si une cicatrice peut pousser quelqu'un à regarder 2 fois, peut-être est-il temps qu'on commence tous à regarder un peu mieux. Commentez, respect pour Camille, si vous pensez que le courage discret mérite la reconnaissance la plus éclatante. Et si quelqu'un vous a déjà aidé à tenir debout sans jamais demander merci, laissez un like et transmettez cette force à votre tour.